Les marchés ne sont-ils pas allés trop haut, trop vite? Effectivement, la semaine dernière, on a connu des super performances sur l'ensemble des places financières dans le monde. Seulement, on le voit, la macroéconomie, elle est complètement à terre. Les entreprises connaissent de grandes difficultés. Le chômage aux États-Unis explose. Le taux d'épargne également, donc témoignant du pessimisme ambiant en fait sur l'économie américaine. On a des tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et la Chine, qui sont en train de renaître de nouveau, avec une suspension potentielle de l'accord commercial qui avait été négocié en janvier dernier. Donc ça fait beaucoup d'éléments évidemment négatifs d'un point de vue macroéconomique, géopolitique, microéconomique également, mais on voit que les marchés ont l'air vraiment motivés pour laisser cet épisode du Covid-19 et la crise qui en découle derrière eux. Donc en témoigne ce premier graphique du ratio put-call que je vous présente assez souvent, où on voit que en ce moment, eh bien, les puts sont peu cher par rapport au call, et d'un point de vue historique, on retourne sur les zones un petit peu extrêmes qui laissent souvent, pas toujours, mais assez souvent, place à des moments de correction ensuite sur les marchés financiers. On voit bien que sur la période précédente où on a connu en fait le gros creux de marché, donc sur toute la période du mois de mars, que ce put-call ratio était aux alentours de 1. Donc à ce moment-là, les protections, donc les puts étaient très chers, et aujourd'hui, on voit que la valorisation des puts est en train de retomber très très fortement. Donc grand optimisme évidemment des marchés. Il y a également un graphique très intéressant que je voulais vous présenter qui met en relation le rendement annualisé sur 10 ans des marchés financiers avec le price earning. Et en fait, on voit qu'en ce moment, effectivement, on est sur des price earnings qui sont assez élevés. Ça veut dire que les entreprises en bourse se payent cher par rapport à leurs résultats. Et en général, sur les 10 prochaines années, ça sous-entend qu'on va avoir un rendement de ce marché plutôt moindre. Ça paraît tout à fait logique, plus on paye cher une société et plus son potentiel d'appréciation en est diminué. Un autre graphe que je voulais vous présenter qui nous montre la différence en fait entre la croissance du S&P 500, donc en termes de prix, versus les résultats d'entreprise. Et on voit qu'il y a un très net décrochage en fait entre les deux. Les résultats d'entreprise évidemment et de manière assez logique sont en train de s'effondrer alors que le marché lui reste sur des niveaux extrêmement élevés. Et donc, on a un accroissement de la différence entre les deux. Un autre graphique aussi, basé un peu plus sur l'analyse technique cette fois, on voit qu'en ce moment, 95% des entreprises du S&P 500 s'échangent au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Ce que ça veut dire, c'est que le momentum haussier, évidemment, il est très fort. Et d'un point de vue historique, quand c'est le cas, on est un peu dans une situation de surachat, en fait c'est interprété comme ça, et ça laisse assez régulièrement place à des corrections court terme qui viennent derrière. C'est pour ça que sur le graphique, il y a une question qui est posée, est-ce qu'on ne serait pas dans un scénario à la 2015? Et effectivement, en 2015, on voit qu'on avait eu une hausse très vive du S&P 500, avec également un grand nombre d'entreprises de ce S&P 500 qui cotaient en fait au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours, et ça avait laissé place à une seconde vague de baisse, c'était annonciateur donc d'une seconde vague de baisse. Alors après, c'est vrai que personnellement, j'ai fait un petit peu plus de recherche et quand on a énormément d'entreprises du S&P 500, donc entre 90 et 95% qui cotent au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours, ça laisse place soit à des périodes de correction ou soit à des périodes plutôt flat, donc où le marché fait pas grand-chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va corriger, mais il est très rare que l'on connaisse de nouvelles hausses qui soient significatives derrière. Donc globalement, le marché aurait besoin de souffler un petit peu et ça semble assez logique. Après, ça c'est de la vue plutôt court terme. Sur une vue un peu plus long terme, je voulais vous montrer un autre graphique du Dow Jones en 1929. Et donc en fait sur ce graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est que la correction, elle est arrivée en plusieurs vagues et ce sur plusieurs années. Et en fait, dans l'ensemble de cette vague baissière, on a eu plusieurs corrections haussières, ce qui semble là aussi assez logique. Et lors de la première correction haussière, le marché, donc là en l'occurrence c'est le graphique du Dow Jones, est passé quand même de 200 à 300 points. Donc il a augmenté de 50%. Et tout le monde pensait à l'époque que la correction du marché était terminée. Pour autant, elle a repris derrière. Et donc ça a mené en octobre 1930 à ce que l'indice casse en fait les plus bas qu'il avait atteints en novembre 1929 et il a continué évidemment donc son déclin jusqu'en juillet 1932, on le voit sur le graphique, et ça a été bien plus bas que le point bas de 1929, donc là où on a eu le crack véritablement. Donc là, je vous ai présenté la partie qui nous laisse penser qu'effectivement le marché est monté trop vite, trop haut. Mais on a en face d'autres arguments qui laissent
penser que ce n'est que le début, que effectivement on va pouvoir connaître une correction à court terme dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais que la hausse long terme du marché ne fait que commencer. Et donc pour ça, je voulais vous lire un commentaire d'un journaliste de Bloomberg qui fréquente évidemment énormément d'institutionnels et qui a cherché à savoir pourquoi le marché continuait de performer comme il le fait actuellement alors que d'un point de vue économique, c'est la cata. Donc je vais vous lire tout de suite ce que ce journaliste a écrit parce que je trouve ça véritablement pertinent. En fait, il parle donc des institutionnels en disant que la plupart d'entre eux s'attendent à ce que la douleur économique continue encore pendant des mois. Cependant, en ce moment, ils achètent effectivement des actions parce qu'il n'y a pas de meilleure alternative. Ils disent effectivement que les taux d'intérêt sont effondrés, ce qui rend les obligations totalement non attractives, que tout ce qui est immobilier, que ce soit du résidentiel ou de l'immobilier commercial, eh bien, ils ne s'attendent pas à ce que les prix augmentent alors qu'on est en pleine récession. Ils disent que sur l'or, on est actuellement sur des plus hauts et donc ils ne sont pas forcément hyper confiants de faire all-in à ce stade sur l'or. Donc le seul marché qui pourrait leur offrir un retour sur investissement assez intéressant, eh bien, c'est les actions. Et en fait, dans les interviews qu'il a menées, il a rencontré quelqu'un, donc il ne donne pas son identité, mais qui est long sur les marchés, donc il pense que les marchés vont continuer d'augmenter. Et ce qu'il a dit, cet homme-là, ce qu'il lui a dit, eh bien, c'est qu'en fait, tous les gens qui étaient baissiers, en réalité, n'étaient pas réellement baissiers. En fait, ils sont seulement baissiers parce qu'ils veulent que le marché baisse. Comme ça, ils pourront avoir des points d'entrée plus bas pour espérer en fait une future appréciation. Et donc la conclusion de cet homme-là, c'est qu'à chaque fois que le marché baisse un petit peu, eh bien on a des gens baissiers qui arrêtent d'être baissiers et qui en profitent pour aller acheter des actions et donc repasser mécaniquement long du marché. Et c'est pour ça que le rallye haussier continue en permanence. Donc en résumé, les gens qui sont haussiers ne le sont pas vraiment par rapport à l'économie, mais ils sont haussiers parce que tout le reste, en fait, c'est nul. Et les baissiers ne sont pas réellement baissiers et tout ce qu'ils attendent, c'est des points d'entrée plus bas pour revenir à l'achat long terme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez maintenant en commentaire de ces arguments, de tous les graphiques que je vous ai présentés et aussi du commentaire donc, qui a été exposé par ce journaliste de Bloomberg. Son nom, je vous le donne, il s'appelle Eddy van der Walt, si vous voulez chercher sur Google. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!